Bonjour à tous, donc bienvenue à ce cours sur les nombres complexes. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vais préciser. Donc en fait ce cours fait partie de tout le cours de terminale. Et donc vous pouvez trouver tout le cours de terminale sur learnian.net. Donc sur learnian.net vous pouvez vous inscrire à l'ensemble des cours et donc regarder les autres chapitres. Et éventuellement vous inscrire aussi à d'autres cours que le cours de terminale de maths. Si vous êtes prof, learnian.net est un site web sur lequel vous aussi vous pouvez partager des cours avec d'autres personnes. Voilà. Donc maintenant on va retourner sur les nombres complexes. Alors, d'abord au début un petit peu d'histoire. Donc, en fait comment sont apparus les nombres complexes? Alors je vais pas tout raconter du point de vue de l'histoire, mais en gros on se posait la question de comment est-ce qu'on peut résoudre une équation de degré 3, c'est-à-dire de la forme, alors x au cube plus ax carré plus bx est égal à c. Bon, en réalité là ici il se limitait à x au cube plus px plus q, c'est-à-dire il a retiré le terme en q fois x, mais c'est possible. Donc une équation de troisième degré elle peut s'écrire, si on s'y prend bien, je crois, en cette forme là: x au cube plus px est égal à q. Voilà. Et il remarquait qu'on pouvait avoir x qui est égal à quelque chose comme ça, donc quelque chose d'assez horrible quand même. Et si on applique ça à certaines équations, comme ici par exemple Bombelli l'a appliqué à x au cube moins 15x plus 4, on obtient du x est égal à racine cubique de certains trucs, mais ici on a du racine de moins 1, et on a du racine de moins 1 des deux côtés. Or racine de moins 1, ça n'existe pas en maths. Si moins 1 est un nombre réel, moins 1 n'a pas de racine. Donc quelque part cette équation était un peu absurde. Or cependant ce qui était intéressant, c'est que finalement si on faisait les calculs en admettant que quelque part, enfin, sans penser au fait que racine de moins 1 existait, bah, au final, tous les racines de moins 1 s'annulaient les uns les autres, et à la fin, on obtenait quand même x est égal à 4, et x égale à 4 était en effet une solution de cette équation. Donc quelque part, c'est marrant, parce que dans notre calcul, on utilisa du racine de moins 1, pour utiliser la formule, mais en fait, racine de moins 1 n'existe pas, et ensuite en développant on tombait quand même sur un résultat qui était juste. Alors en fait donc ici c'était un peu surprenant à l'époque, on comprenait pas trop pourquoi c'était vrai, et donc les mathématiciens ont commencé à écrire des racines de moins 1, même si mathématiquement ce n'est pas rigoureux et ça ne veut rien dire et c'est faux, parce que c'était pratique, ça permettait de résoudre des calculs, on savait pas trop pourquoi. Alors ici on va faire une petite introduction, et donc en fait on a compris en fait au final pourquoi cela est vrai grâce au nombre complexe. Et en fait en réalité il n'y a rien de miraculeux dans ce racine de moins 1, c'est juste en fait en réalité il faut passer au nombre complexe pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc pour donner une idée un peu, c'est par exemple l'équation x plus 7 est égal à 6 n'a pas de solution dans l'ensemble des entiers. En effet il n'existe aucun entier x tel que x plus 7 est égal à 6. Parce que pour que x plus 7 soit égal à 6, on a x qui doit être égal à moins 1 en fait, et moins 1 n'est pas un entier. Donc en fait, x plus 7 égale à 6 n'a pas de solution dans n. Mais elle en a dans un ensemble plus grand, z, qui lui contient l'ensemble des entiers relatifs. De même, l'équation 3x est égal à 1 n'a pas de solution dans z. Parce que x doit être égal à 1 tiers, et ça n'a pas de solution dans z. Donc, mais par contre, dans un ensemble plus grand, qui est l'ensemble Q, 3x est égal à 1 a une solution. On a x est égal à 1 tiers. Et donc là, dans l'ensemble Q, ça a une solution. Par contre, dans l'ensemble Z, ça n'a pas de solution. Ensuite, on peut faire l'équation x au carré est égal à 2, n'a pas de solution dans Q. Il faut encore chercher un ensemble plus grand. Alors là, on va créer l'ensemble des réels, qui honnêtement en terminale, on l'a jamais bien défini. Donc qui en fait est un ensemble très compliqué à définir. Et donc, on crée un nouvel ensemble, l'ensemble des nombres réels, dans lequel x au carré est égal à 2 a une solution. Bref, en fait, assez souvent, quand une équation n'a pas de solution, une démarche, c'est de créer un ensemble, de chercher à créer un ensemble qui est plus grand, dans lequel cette équation aura une solution. Alors, au stade de nos connaissances actuelles, l'ensemble numérique le plus grand que l'on a rencontré, c'est R. Alors ça, c'est quelque chose, ça rentre dans des maths très compliquées.
Alors pourtant, l'équation x au carré plus 1 n'avait pas de solution dans R. Parce que pour que x au carré plus 1 est égal à 0, quelque part, il faudrait que x au carré soit négatif. Et donc ça, c'est pas possible avec des nombres réels. Alors ici, dans ce chapitre, on va justement construire ou imaginer un ensemble plus grand que R dans lequel x au carré plus 1 possède des solutions. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler l'ensemble des nombres complexes. Donc, le principal élément de C, donc il va y avoir un nouvel élément quelque part un peu original, ça va être le nombre i, tel que finalement, qui va être la solution de cette équation, qui va être tel que i au carré plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire i au carré est égal à moins 1. Alors ici, quelque part, on invente un nouvel élément. Alors bon, ça c'était un peu pour donner l'idée de comment on va construire petit à petit. Alors maintenant je vais donner la vraie définition de l'ensemble des nombres complexes, qui n'a rien de magique. Si on vous parle de nombres imaginaires et tout, ce sont des termes qu'on utilise, mais en maths il n'y a rien d'imaginaire, il n'y a que des choses concrètes qui marchent. Et donc l'ensemble des nombres complexes, il n'a rien de magique, c'est un vrai ensemble qui existe, voilà. Donc on note l'ensemble des nombres complexes, l'ensemble des couples de réels. Donc l'ensemble des nombres complexes, c'est rien d'autre que l'ensemble des couples de nombres réels A, B appartenant à R croix R. Donc la notation R croix R, c'est pour dire que le premier élément de mon couple, il appartient à R, et le deuxième élément de mon couple, il appartient à R aussi. Or, les éléments de C sont appelés les nombres complexes. Voilà. Alors pour le moment, on a juste un ensemble de couples, hein, de couples de nombres réels. Alors, bon, en fait, c'est pas très pratique de travailler avec des couples, c'est les notations qui sont un peu lourdes. Donc après, on va changer de notation et c'est là où on va introduire notre terme i quelque part, mais ce qui va être une notation. Donc la vraie définition, c'est celle-là, et le terme i, ça va être une notation plus qu'autre chose. Ah voilà. Alors, l'ensemble des nombres complexes, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut définir des additions et une multiplication qui vont prolonger, alors là c'est un terme un peu compliqué, mais qui vont prolonger les lois plus et fois de R. Alors, sur C, on peut le munir donc d'un plus qui est donc maintenant c'est plus le même plus que dans les nombres réels, parce que le plus dans les nombres réels, c'est une fonction qui a deux nombres réels associe un nombre réel. Le fois dans les nombres réels, c'est un fois qui a deux nombres réels associés à un nombre réel. Ici, on ne parle pas de la même fonction, parce qu'on parle d'un plus qui a deux nombres complexes, donc à deux couples, associés à un nouveau couple. Et ici, le fois, c'est un nombre qui a deux couples associés à un nouveau couple. Donc là, c'est pas le même plus et c'est pas le même fois. Alors, donc l'ensemble C, on va voir qu'on peut le munir de deux lois plus et fois qui se comportent un peu comme le plus et le fois dans R. L'ensemble C contient quelque part une copie de R, alors ça va être intéressant. Il existe dans C un élément noté i tel que i au carré égale à moins 1. Alors là en fait c'est dû aux notations, hein. En fait ça va être l'ensemble, ça va être le nombre 0,1 qui au carré avec notre fois va être égal à moins 1,0. Et tout élément z de C s'écrit de manière unique. Z est égal à a plus bi où a et b sont des nombres réels. Donc je vais démontrer le plus et le fois parce que c'est vraiment de là que tout découle. Donc même si c'est hors programme, on s'en moque. C'est le truc important, je dirais, à retenir presque sur les nombres complexes. Enfin, finalement, c'est vraiment leur définition. Donc si on fait tout sur les nombres complexes sans comprendre ça, c'est un peu dommage. Donc on peut munir C des deux lois de composition interne suivantes. Donc loi de composition interne, c'est des lois qui sont de C croix C dans C, pour dire une loi de composition interne de C. Une loi de composition interne d'un ensemble A, ça serait une loi qui serait de A croix A dans A. Enfin, une fonction qui serait de A croix A dans A. Donc la première, on va la noter plus dans C. Bon, après on la note plus, hein, parce qu'on se fatigue pas trop. C'est à A virgule B plus A prime virgule B prime, j'associe A plus A prime virgule B plus B prime. Pour le moment, c'est assez intuitif. Comment additionner deux couples? Eh ben, j'additionne les premiers termes entre eux et j'additionne les deuxièmes termes entre eux. Petite remarque que j'ai peut-être oublié de le mentionner sur les couples, ce qui est très important, c'est qu'un couple n'est pas pareil qu'un ensemble. C'est-à-dire, le couple A virgule B n'est pas le même que le couple B virgule A, c'est-à-dire a priori. Donc par exemple, le couple 1,2 n'est pas le même couple que le couple 2,1, c'est-à-dire les couples quelque part ont une orientation. Donc ça c'est faux dans un ensemble. Si on parle de l'ensemble 1, 2, c'est le même ensemble que l'ensemble 2, 1.
Les deux ont deux éléments, 1 et 2, et puis il n'y a pas d'ordre. Alors ici, donc j'ai défini mon plus, c'est un nombre complexe, et maintenant je vais définir un fois. Alors là, lui est beaucoup moins intuitif, mais on va voir qu'il permet de faire plein de choses assez géniales. Donc on va le définir de la manière suivante. A virgule B fois A prime virgule B prime, c'est égal à A fois A prime moins B fois B prime. C'est ça qui n'est pas intuitif. Donc premier terme fois premier terme moins deuxième terme fois deuxième terme. Ça c'est pour le premier terme. Virgule A fois B prime plus B fois A prime. Donc c'est-à-dire premier fois deuxième plus deuxième fois premier. Donc là, la multiplication, autant l'addition c'était assez intuitif, la multiplication ça l'est beaucoup moins. Alors par exemple, si A virgule B c'est 2,5 et A prime B prime c'est moins 3,4, on a, alors ce couple là plus ce couple là, c'est égal à 2 plus moins 3, donc ça fait moins 1, et 5 plus 4 ça fait 9. Et 2,5 fois moins 3,4, alors là ça fait 2 fois moins 3, donc ça c'est moins 6, moins 5 fois 4, donc ça fait moins 26, plus 2 fois 4, plus moins 3 fois 5, donc 2 fois 4 ça fait 12, moins 15, donc ça fait... j'ai dû me tromper, oui. Ça fait 2 fois 4, ça fait 8, je suis désolé. Plus moins 15, donc ça fait 8 moins 15, donc ça fait moins 7. Voilà, donc là c'est vraiment la définition de l'addition et de la multiplication sur les nombres complexes. Alors pour ceux qui feront une prépa, on vérifie, alors là c'est vrai qu'ils sont vraiment dans du hors programme, on vérifie facilement que C plus fois est un corps commutatif, c'est-à-dire que la loi plus est associative, commutative, admet un élément neutre 0,0, et tout élément AB admet un opposé moins A moins B. Et la loi fois est associative, commutative et distributive par rapport à la loi plus. Et admet un élément neutre 1,0 et tout élément AB différent de 0,0 admet un inverse. Bon, je vais pas démontrer que c'est un corps commutatif parce que là je crois pas que c'est du programme de terminale, vraiment pas. Mais l'idée c'est vraiment de montrer, ben, en gros, il y a un seul nombre tel que ce nombre plus un autre, enfin il y a un seul couple tel que ce couple plus un autre couple est égal à l'autre couple, c'est le couple 0,0, et il y a un seul nombre, il y a un seul couple qui est le couple 1,0 tel que ce couple fois un autre couple c'est égal à l'autre couple. Donc ça c'est je dirais le truc le plus important. Alors maintenant par rapport aux notations, alors maintenant on va utiliser d'autres notations. Le couple A,0, on le note A. Le couple 0,1, on va le noter I. Donc du coup on voit que 0,1 fois 0,1, d'après la définition qui précédait, c'était 0 fois 0 moins 1 fois 1. Donc ça faisait moins 1, virgule 0 fois 1 plus 0 fois 1, donc virgule 0. Donc on a I fois I qui en fait est égal au couple moins 1 à 0, c'est-à-dire égal à moins 1, en utilisant les notations précédentes. Et tac, comme ça, on a réussi à inventer un nombre I tel que I fois I est égal à moins 1. Mais en fait, la grosse nouveauté, c'est déjà, on n'est plus en train de parler de nombres réels, on est en train de parler de couple, quand on parle de I. Et en plus, on n'est même plus en train de parler du fois des nombres réels, on est en train de parler du fois des nombres complexes, c'est-à-dire un fois qui est défini sur les couples. Donc en fait, cette équation aurait pu avoir l'air bizarre dans les nombres réels, sur les couples, il n'y a rien de si surprenant que ça. Donc, le couple A, B, en fait c'est égal à A,0 plus 0,B, ce qui fait A,0 fois 1,0 plus B,0 fois 0,1. Et donc, avec les notations précédentes, ça fait A,B, ça fait A fois 1 plus B fois I. Et donc le couple AB, on va le noter A plus BI. Donc en fait, quand j'ai un terme devant le I, ça veut dire que quelque part, je désigne la deuxième partie du couple. Quand je parle du terme qui n'a pas de I en facteur, c'est-à-dire que je désigne la première partie du couple. Donc ici, dans le couple AB, on va appeler par la suite A la partie réelle et B la partie imaginaire. C'est-à-dire A c'est le premier terme du couple et B c'est le deuxième terme du couple. Donc maintenant, changement de notation, on va noter les éléments de C, on va les noter Z à la place. Et on écrit ces termes sous la forme Z est égal à A plus BI. En réalité, ça correspond exactement à décrire les couples AB. C'est juste qu'on a rajouté un petit i pour dire, bah, ça, il n'y a pas de i, donc c'est mon premier terme, et ça, il y a un i, donc c'est le deuxième terme. Donc c'est vraiment un changement de notation, mais sinon ça change absolument rien. Alors égalité entre deux nombres complexes,
A plus BI est égal à A' plus B'I équivaut à A égale A et B est égal à B'. Bah si on repasse au couple, c'est assez évident. Parce que ici en fait j'ai le couple A virgule B et là j'ai le couple A' virgule B'. Pour dire que les couples sont égaux, bah ça veut dire que leurs premiers termes sont égaux et leurs deuxièmes termes sont égaux. Voilà. Alors en particulier, A plus BI est égal à 0 si et seulement si A égale 0 et B égale 0. Alors là, on parle du nombre complexe qui vaut 0, enfin qui est nul. Alors, petite définition, donc j'en parlais un peu plus tôt. Le nombre A ici, le premier terme du couple, on va appeler ça la partie réelle du nombre Z, si Z est un nombre complexe. Et petit b, on va dire que c'est la partie imaginaire de Z. Alors attention, petit b est un nombre réel. Parce que ici j'ai un nombre réel A, j'ai un nombre réel B, et j'ai dit que je le multiplie par I. Donc im de Z c'est un nombre réel, même si ça désigne la partie imaginaire de Z, quelque part c'est un nombre réel. Donc c'est un peu traître. C'est-à-dire on prend pas le I dedans. Donc par exemple, pour Z1 est égal à 3 plus 2i, ben, la partie réelle c'est 3, la partie imaginaire c'est 2. Pour Z2 égale moins 3i, la partie réelle c'est 0, et la partie imaginaire c'est moins 3. Donc attention, la partie imaginaire d'un nombre complexe est un nombre réel. Alors il y a une petite blague ici pour ceux qui veulent lire. Elle m'avait fait rire à l'époque. Bon. Alors, maintenant, un nombre complexe qui s'écrit sous la forme Z est égal à BI, où B appartient à R, on dit que c'est un nombre qui est un imaginaire pur. Donc ça c'est une nouvelle définition. En fait l'ensemble des imaginaires purs c'est l'ensemble des Z qui ont leur partie réelle qui est égale à 0. Parce que lui en fait là la caractéristique de ce nombre Z en fait c'est que d'une part c'est un nombre complexe et de plus sa partie réelle est égale à 0. Alors quelques remarques. Parce que l'ensemble des nombres complexes et l'ensemble des nombres réels, autant quelque part l'ensemble des nombres réels on va pouvoir l'inclure dans l'ensemble des nombres complexes assez facilement, autant il y a quand même des choses qui changent assez radicalement. Alors bon, petite remarque parce que justement j'en ai pas trop parlé du fait qu'on peut inclure l'ensemble des nombres réels dans l'ensemble des nombres complexes. Alors qu'est-ce que je veux dire par on peut inclure l'ensemble des nombres réels dans l'ensemble des nombres complexes? En fait, ce qui va être... Imaginons, on prenait l'ensemble de tous les couples qui s'écrivent sous la forme, alors j'essaie de voir... Ouais non, voilà ici. Imaginons je prends l'ensemble de tous les couples qui peuvent s'écrire sous la forme A,0, A,0 où A est réel, et ben 0 c'est 0. C'est le 0 d'un nombre réel. Ben, l'ensemble de ces couples, quelque part c'est quasiment comme si on était sur R. Parce que finalement, à chaque couple de cette forme correspond un et un seul nombre réel. C'est-à-dire A,0, je peux lui associer le nombre réel A, tout bêtement. De plus, si on remarque nos additions et l'addition et la multiplication qu'on a définies, il y a quand même des choses intéressantes. Si je fais... Alors voilà, je vais prendre l'addition et la multiplication. Imaginons B et B' soient toujours égaux à 0. Donc A,0 plus A',0, ça va faire A plus A',0. Donc on obtient bien que, quelque part, A plus A' est égal à A plus A'. Donc quelque part, alors, si B et B' est égal à 0, c'est comme si on conservait le fait que on n'était que dans l'ensemble des nombres réels. Quand en plus on rajoute des parties imaginaires, et ben là, on a une addition qui, quelque part, peut faire plus de choses, qui peut prendre plus d'éléments dans l'ensemble des départs. Mais si on se limite à des termes qui sont sous la forme A,0 et A',0, et ben quelque part, on retourne dans l'ensemble des nombres réels. Alors pour la multiplication, on va faire la même remarque, là c'est plus surprenant. C'est que si je fais A,B fois A',B', si B et B' sont nuls, et ben ça va faire A fois A', donc ça c'est pareil que pour un nombre réel. A fois A', ça fait A fois A' pour un nombre réel. B fois B', bah c'est 0, parce que les deux sont égaux à 0. Donc la partie réelle, c'est bien la même. Et AB' plus A'b, vu que B et B' sont nuls, ça c'est égal à 0. Donc on obtiendra au final A fois A', virgule 0. Et donc quelque part, le fois qui est défini sur les nombres complexes, si on a des nombres de la forme A,0 et A',0, et bien quelque part on voit que c'est comme si c'était des nombres réels. Donc si on utilise notre notation maintenant avec les A plus BI, quelque part elle tient à peu près. C'est-à-dire si j'ai deux nombres qui sont complexes A
et A', et que les deux n'ont pas de partie imaginaire, et ben je peux très bien faire A plus A' et A fois A', et c'est comme si on était dans des nombres réels. Ça marche de la même manière quelque part. Donc quelque part on voit que vraiment l'ensemble des nombres réels, quelque part on peut l'inclure dans l'ensemble des nombres complexes. Par contre l'opposé n'est vraiment pas évident. Alors je reviens à ce que je disais à ce que je voulais dire un peu plus tôt. C'est que l'ensemble des nombres complexes en fait c'est R croix R, donc c'est plus grand que l'ensemble des nombres réels. Même si ça doit sûrement faire le même cardinal, ça c'est une autre question. Mais par contre, quelque part, R est inclus dans C et C n'est pas inclus dans R. Donc il existe des éléments de C qui ne sont pas dans R. La plupart des imaginaires purs, tous les imaginaires purs, sauf 0 par exemple. Alors, mais il y a des propriétés de l'ensemble des nombres complexes qui sont très différentes des propriétés des nombres réels. Parce que sur les nombres réels, il y avait quelque chose de pratique, c'est qu'on pouvait par exemple définir une notion d'ordre usuel. C'est-à-dire on pouvait définir ce qu'on appelle un inférieur ou égal. On pouvait dire, si je prenais deux nombres réels au hasard, on pouvait dire que A était plus petit que B. Et ben dans l'ensemble des nombres complexes, c'est beaucoup moins évident à faire ça. Parce que si je prends deux couples de nombres, ben peut-être que A est plus petit que A', mais que B est plus grand que B'. Donc comment est-ce que je définirais un ordre sur les nombres complexes? Et en fait c'est beaucoup moins évident. L'idée là-dedans, ça va vraiment être que R, c'est comme si c'était une droite, et une droite, on peut facilement l'ordonner, on peut lui donner un sens. Par contre, les nombres complexes, c'est R croix R, donc finalement c'est plus comme un plan, parce que j'ai deux variables, et un plan, ben, c'est pas si facile à ordonner. Il y a plein de manières différentes de l'ordonner quelque part. Et donc, a priori, on ne pourra pas comparer un nombre complexe à un autre, et dire s'il est positif, négatif. On peut parler de leur partie réelle, de leur partie imaginaire, qui elles sont en fait des nombres réels. Donc on peut parler de dire que la partie réelle est positive ou la partie réelle est négative. Mais le nombre complexe en tant que tel, là on peut pas le dire. Alors aussi, on évitera d'utiliser le symbole racine qu'on continue à utiliser pour les réels positifs. Pourquoi? Parce que sur C, justement, un truc qui va beaucoup changer, ça va être que tout nombre réel admettra 2 racines carrées, 3 racines troisième, 4 racines quatrième et compagnie. Donc la racine va vraiment changer entre les nombres réels et les nombres complexes. Et donc à la place on va juste dire en écrivant des mots comme quoi un nombre est racine énième ou racine carrée par exemple d'un autre nombre. Mais on va éviter d'utiliser le symbole racine carrée 2. Alors bon, côté linéaire des applications, ça j'en parle pas. Alors maintenant, représentation géométrique des nombres complexes. Donc j'y ai fait allusion un peu plus tôt. L'idée, c'est que grand C, finalement, ça va désigner le plan. Enfin, une manière graphique de le voir, ça va être vraiment de le voir comme l'ensemble des points du plan. Imaginons, voilà, j'ai un plan que je munis d'un repère orthonormé O, E, E1, E2. Voilà. Donc là, j'ai un plan qui a un repère orthonormé. Donc orthonormé, hein, je rappelle, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux et qu'en plus ils ont une norme. Donc une norme, c'est-à-dire quelque part une longueur, même si c'est pas le terme qu'il faut utiliser. Ils ont une norme de 1. Donc à tout nombre complexe z est égal à a plus bi, on peut associer un et un seul point, m, qui a comme coordonnées a, b. Bah oui, en fait c'est quelque part à n'importe quel couple. À n'importe quel couple A, B, je peux associer le point de coordonnées AB. Et à n'importe quel point de coordonnées AB, je peux associer un et un seul couple A, B. Donc on voit qu'il y a vraiment une identification entre l'ensemble des points du plan et l'ensemble des nombres complexes. Donc l'application de F, l'application F qui va de C dans le plan, mais munie d'un repère orthonormé, qui au nombre complexe z est égal à a plus bi associe le point m de coordonnées a, b est une bijection. Donc voilà, donc en pratique on va dire que au point 2 moins 5i correspond le point de coordonnées 2,5 et réciproquement. Donc on voit vraiment hein, l'ensemble des nombres complexes et vraiment l'ensemble des couples en fait de nombres réels. Et ben le plan c'est quoi? C'est juste un nombre réel et un autre nombre réel. Enfin chaque point du plan est caractérisé par deux nombres réels en fait ordonnés, c'est tout. Donc le point M, on l'appelle l'image du nombre complexe z égale à plus bi. Le nombre complexe z est égal à plus bi s'appelle l'affixe du point M a, b.
Donc ah tiens, ça je l'apprends. Affixe est un nom féminin. Donc c'est une affixe. Et on note souvent z est égal à affixe de m ou z est égal à half de m. Bon, peut-être qu'on utilise un peu ça en terminale. Non, c'est bien de l'utiliser, hein, mais en pratique, après, quand on parle de nombres complexes, finalement, on pourra presque passer du point M au point Z sans trop y réfléchir. Mais voilà, c'est bien de préciser éventuellement. Voilà. Autre interprétation très utilisée. Alors, il y a deux interprétations possibles. Là, on l'a fait avec des points. Mais une autre interprétation, c'est de dire qu'à tout nombre complexe Z est égal à A plus BI, on peut associer le 1 et un seul vecteur, le vecteur U de coordonnées A, B. Donc ce vecteur U, on l'appelle le vecteur image du nombre complexe Z. Donc là, à la place, ici, on ne parlerait pas du plan, mais on parlerait de l'ensemble des vecteurs qui ont deux coordonnées réelles. Et donc ici, on parlerait de l'ensemble des vecteurs U qui ont deux coordonnées réelles. Donc, petit dessin, hein, parce que ça c'est important. Donc ici, on va appeler ça l'axe des réels. Cet axe-là, alors on va l'appeler l'axe des imaginaires purs. En fait, l'idée, c'est que tous les nombres qui ont une partie réelle nulle, et ben, si la partie réelle est nulle, ça veut dire que leur première coordonnée, c'est 0. Et donc, ça veut dire qu'ils vont être sur cette verticale. Donc ici, j'ai tous les imaginaires purs. C'est tous les nombres qui s'écrivent sous la forme i fois un nombre réel, donc i fois b. Et ici, j'ai tous les nombres réels, c'est-à-dire tous ceux dont la partie imaginaire est nulle. Et donc, c'est tous les nombres qui s'écrivent sous la forme z est égal à a, avec la partie imaginaire c'est i fois 0 et a est un nombre réel. Donc ici je prends un point M quelconque du plan, donc qui a comme coordonnées a et b, et ben on peut lui associer donc un nombre, il a une affixe qui vaut a plus ib, donc ça c'est le nombre z qui est et c'est le nombre z. Alors ici ils ont pris moins 5. Non, c'est pas moins 5 moins 2i. Moins 5 moins 2i, il serait par là. Est-ce que je me trompe? Non, ça a pas l'air d'être un bon exemple parce que ici ils ont pris a et b positif. Parce que et moins 5 moins 2i, ben, le m il serait dans le coin opposé. Donc ici ils ont pris, bon je sais pas, on va dire 5 et 2 par exemple. Donc 5 plus 2i par exemple, ça pourrait être les coordonnées de ça pourrait être l'affixe de ce point là. Le vecteur image de z, c'est le vecteur OM qui a comme coordonnées a, b. Voilà. Donc ici, oui, ils se sont trompés sur les signes là. Là, ils se sont trompés sur les signes. Donc attention. Alors petite remarque hein, sur les quelques affixes importantes. L'affixe de E1. E1 c'est ce nombre là, donc en fait c'est le couple 1,0, donc en fait c'est le nombre réel 1, enfin le nombre complexe 1,0 qu'on note en fait 1 et qui en fait correspond quasiment au nombre réel 1, même si là en fait on est plutôt dans les complexes. E2 c'est ce nombre là, donc en fait c'est le nombre complexe i. Moins E1, bah, c'est le nombre qui serait ici, donc c'est moins 1. Et moins E2 il serait ici, donc les coordonnées c'est 0,-1, donc ça serait moins i. Voilà. Alors, si ZA est l'affixe de A et ZB est l'affixe de B, alors l'affixe du vecteur AB est ZB moins ZA. Donc, affixe de AB, c'est ZB moins ZA. Alors, en fait, là, en passant en coordonnées, si vous vous souvenez un peu de vos cours sur les vecteurs, c'est assez direct. Parce que pour calculer le vecteur de AB, on faisait... Pour la première coordonnée, on faisait xb moins xa, et pour la deuxième coordonnée, on faisait yb moins yk. Donc, c'est xb moins xa, yb moins yk. Or, zb moins za, c'est quoi? C'est xb plus ybi moins xa moins yai, ce qui fait xb moins xa plus yb moins yk. Donc en fait c'est juste que on soustrait directement sur les couples et à la place on utilise la notation des complexes avec du i. Voilà. Mais c'est vraiment la même idée. Alors ça c'est pour l'addition. Donc en fait additionner du coup des nombres complexes, graphiquement ça va être vraiment comme additionner des vecteurs. Ça va être la même logique. Donc ici on a affixe de u plus v qui est égal à affixe de u plus affixe de v du coup. Donc c'est comme additionner deux vecteurs. Bah c'est additionner deux couples.
Enfin oui, c'est ça, c'est l'addition sur les couples, c'est vraiment la même que l'addition sur les vecteurs en fait. Alors maintenant, on va voir, alors on va parler du conjugué d'un nom complexe. Alors le conjugué, c'est un peu une invention qui en fait est plus pratique qu'autre chose. Je sais pas trop s'il y a vraiment des idées très théoriques derrière les noms complexes et derrière le conjugué et qu'est-ce qu'il y a de très particulier au conjugué, mais en tout cas il y a des choses très pratiques avec les noms conjugués. Donc c'est à retenir parce que ça permet de simplifier des calculs, des choses comme ça et de faire certains calculs plus rapidement. Donc je vais prendre le nombre complexe z est égal à a plus bi et je vais appeler le conjugué de z le nombre a moins bi. Donc en fait la partie réelle je la conserve, elle garde le même signe. Par contre c'est la partie imaginaire, je change son signe. Et dans ce cas je dis que z est le conjugué, que z bar est le conjugué de z. Et on note ça z bar. Alors petite remarque, hein. Donc oui, de remarque, réel de z est égal à réel de z bar. C'est même un peu, ça fait partie de la définition du conjugué. Autre remarque, imaginaire de z est égal à moins imaginaire de z bar. C'est comme ça qu'on l'a défini. Donc du coup on a, alors petite remarque du coup, z plus z bar, bah ça va être a plus bi plus a moins bi, donc ça va faire 2a, donc ça va être 2 réels de z. Et z moins z bar, ça va être a plus bi moins a plus bi, donc ça va être 2i fois imaginaire de z. Donc déjà là on a des petites équations sympas qui découlent vraiment assez naturellement de la définition du conjugué. Aussi petite remarque, z bar bar, si imaginons je conjugue deux fois d'affilée z. Donc d'abord je fais z bar, ça devient a moins bi, et je refais bar, donc c'est z bar bar. Et ben l'opposé de moins bi c'est plus bi, et donc ça va faire a plus bi. Et donc z bar bar c'est la même chose que z en fait. Donc ça sert à rien de faire z bar bar hein, pour donner un indice. Voilà. Donc conclusion, z est réel, ça équivaut à z est égal à z bar. Ben pourquoi? Parce que z est égal à z bar, ça veut dire que z moins z bar est égal à 0, ce qui veut dire que 2 fois i fois imaginaire de z est égal à 0. Or, dire que imaginaire de z est égal à 0, bah, ça veut dire que z est réel. Enfin, que sa partie imaginaire est nulle, donc z est réel. Z est imaginaire pur, ça veut dire que sa partie réelle est nulle. Donc c'est équivalent à z est égal à moins z bar. Pourquoi? Parce que là je passe le z bar de l'autre côté, ça fait z plus z bar est égal à 0. Ce qui veut dire, or z plus z bar c'est égal à la partie réelle de 2 fois la partie réelle de z. Donc dire que z plus z bar est égal à 0, ça veut dire que réel de z est égal à 0. Donc ça veut dire que la partie réelle de z est égale à 0, donc ça veut dire que z est imaginaire pur. Donc là je viens de vous faire la démonstration à l'oral. Alors interprétation géométrie du conjugué, elle est très simple. J'ai mon plan des nombres complexes, donc axe des réels, axe des imaginaires purs là. J'ai mon point d'affixe z. Et ben je peux définir le point M' d'affixe z bar. Et en fait ben, la partie réelle va être la même. Donc ici je suis sur la même verticale. Par contre la partie imaginaire c'est l'opposé. Donc la hauteur ben, ça va être la hauteur opposée. À la place d'avoir B je vais avoir moins B. Donc en fait c'est vraiment le symétrique par rapport à l'axe horizontal. Donc ça graphiquement on voit bien ce qu'est le conjugué du coup. C'est vraiment le symétrique par rapport à l'axe horizontal. Alors petite remarque, alors là je rentre dans beaucoup de détails hein, sur le conjugué parce qu'en fait c'est quelque chose de pratique pour les calculs. La partie plus théorique des nombres complexes, bon, on en a vu une partie un peu plus tôt avec le fait qu'en fait c'était juste des couples de nombres réels munis d'un plus et d'un fois qu'on a défini sur l'ensemble des couples à la place de le définir sur l'ensemble des nombres réels. Et maintenant en fait les nombres complexes il y a à la fois une partie théorique intéressante et à la fois une partie calculatoire qui permet de résoudre des équations et qui est intéressante aussi. Et en physique on l'utilise énormément cette partie. Donc ensuite en physique on utilise tout le temps des nombres complexes quasiment dès qu'on parle de signal électrique ou de choses ou de comportements qui ont des cosinus. Donc c'est vraiment intéressant de aussi savoir maîtriser les calculs. Alors si j'ai un nombre complexe z, petite remarque intéressante, z fois z bar est égal à a au carré plus b au carré.
Alors ça, on peut imaginer que ça va être super intéressant pour calculer des normes. Imaginons que pour calculer des normes. Imaginons que je veux calculer la distance OM. Et ben tac, je connais les coordonnées de M, je connais Z. Donc je fais Z fois Z bar. Et je sais que ça fait A au carré plus B au carré, c'est-à-dire d'après Pythagore, OM au carré. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? Ben, c'est assez direct. C'est Z, c'est A plus IB. Z bar, c'est A moins IB. Je multiplie le tout. A plus IB fois A moins IB, ça fait A au carré moins I au carré fois B au carré. Or, I au carré, ça fait moins 1, donc ça fait moins fois B au carré. Donc c'est égal à A au carré plus B au carré. Alors, une application très utile, c'est ce qui est présenté ici comme au début, c'est de mettre sous la forme A plus BI un nombre complexe qui s'écrit sous la forme 1 sur un autre nombre complexe. Donc par exemple 1 sur 2 plus 3i, a priori c'est peut-être pas si évident de savoir à quel nombre complexe ça correspond si on voulait l'écrire sous la forme A plus BI. Et en fait avec Z bar ça va devenir très simple. Parce qu'en fait, ici voilà ce que je vais faire. J'ai 1 sur moins 3 4i. Je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué. Donc je multiplie du coup par 3 plus 4i. Donc ici j'ai 3 plus 4i divisé par 3 moins 4i fois 3 plus 4i. Ça c'est égal à 3 plus 4i, le numérateur il change pas. Et là on va utiliser la propriété ici. Z fois Z bar c'est égal à A au carré plus B au carré. Donc Z fois Z bar c'est toujours un nombre réel. Et c'est même toujours un nombre réel positif. Donc ça c'est assez génial. Donc je sais en multipliant par le conjugué du dénominateur que le dénominateur va devenir un nombre réel positif. Donc du coup je vais avoir 3 plus 4i ici au numérateur. Et 3 moins 4i fois 3 plus 4i, ça va être égal à 3 au carré plus 4 au carré, ce qui va être égal à 25. Et donc je sais que ce nombre-là, c'est égal à 3 sur 25 plus 4 sur 25i. Et donc j'ai réussi à l'écrire sous la forme A plus BI. Alors pareil, on peut montrer que 1 moins i fois divisé par 1 plus i, c'est égal à moins i. Comment est-ce qu'on fait? Je multiplie par le conjugué, ça fait 1 moins i fois 1 moins i divisé par ça c'est égal du coup à 1 moins i au carré divisé par 1 au carré plus 1 au carré, ce qui fait 2. Donc c'est 1 moins i au carré sur 2 et 1 moins i au carré divisé par 2, ça fait 1 moins 1 moins 2i divisé par 2. 1 moins 1 ça s'annule et donc ça fait du moins i. Voilà. Donc autre exo, vous pouvez refaire un autre exo et continuer comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. Alors autre propriété avec le conjugué qui sont assez intéressantes. Conjugué de z plus z bar, c'est z bar plus z prime bar. Conjugué de moins z, c'est moins conjugué de z. Conjugué de z fois z bar, conjugué de z fois z prime, c'est z c'est z bar fois z prime bar. Voilà, c'est-à-dire ici on peut séparer le bar. Alors ici il manque un espace quelque part sur un des deux. Mais c'est z bar fois z prime bar, c'est égal à zz prime bar. Z puissance n bar, c'est pareil que z bar puissance n. Ça en fait ça découle immédiatement de ça, hein. C'est une récurrence là-dessus. Et le conjugué de z sur z bar, c'est z bar sur z prime bar, à condition que z prime soit différent de 0. Donc pour les nombres complexes, hein, pareil, on n'a pas le droit de diviser par le. Alors on n'a pas le droit de diviser par le couple 0,0. Alors bon, pour faire les démonstrations, bah, ça se calcule avec tous les couples, hein, on fait a,b plus a,-b, enfin on peut faire a plus bi plus a moins bi si on préfère, ça dépend des notations qu'on utilise. Mais en gros, c'est du calcul et je vous laisse faire ça. Mais c'est assez, enfin disons qu'on retient assez bien les formules et il n'y a rien de très compliqué. Alors petite remarque, grâce à cette formule là, à cause de cette formule là et du fait qu'on peut aussi les additionner, il en découle que polynôme de z bar c'est égal au bar de polynôme de z. C'est-à-dire le polynôme appliqué au conjugué de z, c'est égal au conjugué du polynôme appliqué en z. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ici, je vais faire du
z bar puissance quelque chose plus enfin an z bar puissance n plus an-1 z bar puissance n-1 plus blabla plus a0. Et ici je vais avoir du a0 fois z puissance n an fois z puissance n plus an-1 fois z puissance n-1 et compagnie, et je vais appliquer le bar à la fin. Mais quelque part appliquer le bar au début ou à la fin c'est pareil, parce que le bar quelque part il se conserve. Donc par exemple si p de z est égal à 0, petite remarque intéressante, alors p de z bar est égal à 0. Donc notamment si z est solution est ici solution d'un polynôme, alors z bar est aussi solution de ce polynôme. Alors ça va être une propriété assez intéressante. Donc déjà on voit qu'avec le conjugué il y a quand même quelques remarques intéressantes à faire. Donc par exemple si je prends p de x est égal à x au carré plus x plus 1, alors je vous donne pas encore la méthode pour trouver la solution directement, mais on pourra vérifier que moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 et moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc on remarque que les deux sont bien conjugués, hein, parce que ici c'est du plus partie imaginaire, ici c'est moins partie imaginaire, fois i. Ces deux nombres sont conjugués et les deux sont racines de p. Donc on voit que les racines sont bien conjuguées les unes avec les autres. Alors maintenant, autre propriété très importante sur les nombres complexes, et là on va rentrer dans des nouvelles notations. Donc là pour le moment on a la notation avec a et b. Maintenant on va parler des notations avec le module et l'argument d'un nombre complexe. Et ça en physique ça va être super important, en maths aussi en fait, parce que finalement les nombres complexes, je dirais que même au moins aussi souvent on les voit de cette manière là plutôt. Donc en fait c'est vraiment une autre manière un peu de présenter les nombres complexes. C'est à la place mon nombre complexe z, je vais le décrire non pas avec ses coordonnées AB, mais avec ses coordonnées dans le repère, là j'ai oublié comment on l'appelle, le repère circulaire, quelque part. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais l'idée c'est qu'à la place on va le caractériser par la distance OM, donc ça c'est ce qu'on va appeler le module de Z, c'est la norme du vecteur OM en fait, et par l'angle θ ici, qu'on va appeler l'argument de Z. Alors l'argument modulo 2π pour ceux qui veulent des maths un peu plus précises. Donc ici l'angle θ à 2 fois pi près, donc à 2 capi près, le couple qui est composé de notre angle θ et dans notre module z et de notre distance qui est là, va définir de manière précise quelle est la position du point M. Donc en fait ça nous définit de manière précise notre nombre z. Et donc maintenant on va noter, donc la distance OM on va la noter module de z, et module de z c'est égal à racine de a au carré plus b au carré. θ ça va être l'angle qui est défini ici, et c'est l'angle qui est entre le vecteur E1 et le vecteur OM. Alors du coup par exemple la distance AB, si j'ai un vecteur AB, la distance AB, maintenant je vais pouvoir la définir comme le module de ZB moins ZA. Parce qu'on avait vu que ZB moins ZA, c'était, on pouvait lui faire correspondre le vecteur AB, et le module d'un nombre complexe, et en fait c'est la norme du vecteur qui lui correspond. Donc ici le vecteur OM par exemple, son module, le module de Z c'est la même chose que la norme du vecteur OM. Donc ici la norme de AB c'est la même chose que le module de ZB moins ZA. ZB moins ZA qui est l'affixe du vecteur AB. Donc petit exemple, hein. Donc ça va être super pratique pour tout ce qui est calcul de distance, hein. Donc on va pouvoir poser en équation plein de distances comme ça. Par exemple si z est égal à moins 3 plus 4i, module de z au carré c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, donc c'est 9 plus 16. Donc remarquez, module de z au carré, tiens c'est a au carré plus b au carré. A au carré plus b au carré par rapport à z bar c'était quoi? On avait z fois z bar est égal à a au carré plus b au carré. Donc en fait on va voir que module de z au carré est égal à z fois z bar, ce qui peut aussi être pratique. Donc ici module de z au carré, z fois z bar, ou bien
partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, c'est égal à 25. Donc module de z est égal à 5, parce que pour prendre le module de z, on prend la racine carrée de a au carré plus b au carré. Module de z est égal à 9i, bah c'est racine au carré de 0 plus 9 au carré, donc ça nous fait racine de 81, ce qui nous fait 9. Voilà. Alors, module de z est forcément supérieur ou égal à 0 pour tout nombre complexe z. Bah oui, c'est défini comme la distance OM. Une distance, c'est forcément positif. Ou bien c'est aussi défini comme la racine carrée de a au carré plus b au carré, racine carrée d'un nombre, toujours positif. Module de z est égal à 0 équivaut à z est égal à 0. Bah, module de z est égal à 0, c'est-à-dire que racine de a au carré plus b au carré est égal à 0. Pour que ça soit vrai, ça veut forcément dire que on a à la fois a qui vaut 0 et à la fois b qui vaut 0. Sinon, ce terme-là, il est forcément strictement positif. Donc on a aussi module de z, c'est racine de z fois z bar, ou encore module de z, on l'utilise plutôt sous cette forme-là en fait, module de z au carré est égal à z fois z bar. Alors aussi, petite remarque, module de z, si z est égal à a plus bi, c'est toujours plus grand que maximum de a, b. En effet, on a a au carré plus b au carré qui est plus grand que a au carré, et a au carré qui est plus b au carré qui est plus grand que b au carré. Donc si je pense, vu que la fonction racine est une fonction croissante, elle conserve le sens du signe ici. Donc en passant à la racine, module de z est plus grand que module de a, et module de z est plus grand que module de b. Donc module de z est plus grand que le maximum entre a et b. Donc c'est ce qu'on voit bien. En fait, c'est l'inégalité triangulaire. Ça découle de l'inégalité triangulaire. C'est que la distance OM est forcément plus grande à la fois que la distance OA et que la distance OB. Parce que cette distance-là, elle est plus grande que celle-là. Voilà. Alors, maintenant pour nouvelle définition de l'argument. Alors, petite remarque. Ouais, non, c'est tout. Alors, on appelle argument d'un nombre complexe z non nul toute mesure en radian de l'angle orienté E1 0M. Donc là, on parle des vecteurs hein, E1 et des vecteurs c'est pas 0M, je suis désolé, c'est OM. Même si c'est quasiment 0 et O, c'est souvent un peu la même chose. Enfin, là, c'est 0,0, le point O. Bon. Alors, cet argument, enfin cet angle, on le note θ, et on dit que c'est l'argument de z. Alors pour les puristes, en réalité, l'argument, c'est l'angle modulo 2π, c'est-à-dire modulo... en réalité, c'est une classe d'équivalence. Alors bon, ça c'est vraiment pour les puristes. Mais en gros, θ, pour simplifier, c'est l'angle qui est là. Donc l'angle qui est là, défini à plus de pi près. Voilà. Enfin, plus de pi près. Donc voilà, la remarque ici, c'est ce qu'il dit, c'est qu'un nombre complexe possède une infinité d'arguments. Ouais, ça dépend comment on définit l'argument. Mais en fait, c'est plutôt un argument et que cet argument... Alors l'idée, c'est qu'il est représenté par une infinité d'angles. Donc si θ est un argument de z, l'idée, c'est que tous les autres arguments qui sont égaux à θ, en fait, sont de la forme θ plus 2kπ. Donc il y a un seul argument θ qui appartient à l'ensemble moins pi, et cet argument s'appelle l'argument principal. L'idée c'est que ici, par exemple, imaginons ici ça soit, alors ça y ressemble plus ou moins, imaginons ici ça soit pi sur 4, et ben cet angle là, l'argument ça peut être pi sur 4, mais ça peut aussi être 2π plus pi sur 4, parce que 2π, je fais tout un tour de cercle, plus pi sur 4, donc ça peut être un tour de cercle plus pi sur 4, ça peut être 2 tours de cercle plus pi sur 4, ça peut être 15 tours de cercle plus pi sur 4, et ça peut être moins 1 million de cercles plus pi sur 4. Donc en fait il y a une infinité d'arguments pour notre nombre z. Bon, en pratique on utilise quasiment tout le temps l'argument qui est entre moins pi et pi, ou bien l'argument qui est entre 0 et 2pi. On va pas chercher des arguments entre 1 million de pi et 1 million de pi. Enfin, ça serait absurde. Ce serait une perte de temps.
Donc on note donc c'est un de ces angles θ, l'argument de z. Alors cas particulier, ouais. Alors méthode générale pour calculer θ. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir penser aux fonctions cosinus et sinus. Donc vous avez déjà dû voir. Donc en fait, si j'ai un nombre z qui vaut a plus ib, on va avoir cos θ est égal à a divisé par module de z, et sinus θ est égal à b sur module de z. Alors je retourne sur mon petit schéma. Quoique, à moins qu'ils aient un meilleur schéma plus bas, c'est possible. Non, ils ont pas le schéma. Donc je vais retourner sur mon petit schéma. Voilà. Donc ici, cosinus θ, c'est égal à quoi? C'est égal à la distance entre 0 et a, divisé par l'hypoténuse. Donc divisé par la distance OM. Bah ça, c'est partie réelle de mon nombre z divisé par le module de z. Par définition du module. Sinus θ, c'est égal à quoi? C'est au côté opposé. Donc c'est la hauteur b, parce que c'est la taille du côté opposé. Donc c'est b divisé par l'hypoténuse. Donc divisé par le module z. Donc on voit bien que cos θ est égal à a sur module de z, et sinus θ est égal à b sur module de z. Alors ici, ça nous montre vraiment un gros lien entre finalement le module, l'angle et les parties réelles et imaginaires. Alors si on veut retrouver le θ, on peut utiliser du coup les fonctions inverses du cosinus et les fonctions inverses du sinus. Alors si on prend la fonction inverse du cos, ensuite il faut en plus réfléchir à quel est le signe du cosinus pour savoir est-ce que on a parce que cosinus est une fonction symétrique. Donc disons que pour retrouver θ, il faut à la fois connaître a sur module de z et aussi connaître le signe de θ quelque part. Alors petit exemple, hein. Si z est égal à moins 2 fois racine de 3 plus 2i, dans ce cas on a cos θ. Alors le module c'est ça au carré plus ça au carré. Donc ils ont fait le calcul pour nous, c'est gentil. Donc bon, on va quand même le refaire. Ça fait 4 fois 3, ce qui fait 12, plus 4, ce qui fait en tout 16. Donc module de z est égal à 4, parce que c'est la racine de ça. Hein. Donc cosinus θ, c'est partie réelle divisée par module. Donc c'est moins 2 racine de 3 divisé par 4, ce qui fait moins racine de 3 sur 2. Sinus θ, c'est partie imaginaire sur module, donc c'est 1/2. Donc on sait alors quel est le nombre tel que cos θ est égal à moins racine. Quels sont les arguments possibles tels que cos θ est égal à moins racine de 3 sur 2. Alors en fait, entre 0 et 2π, il y en a deux qui sont possibles. Il y a deux nombres tels que cos θ vaut moins racine de 3 sur 2. Alors ces deux nombres, je vais essayer de voir graphiquement ce que ça peut être. Moins racine de 3 sur 2, si la partie réelle vaut moins racine de 3 sur 2, sur le cercle unitaire, en gros, il y a un nombre qui va être là-haut, et il y a un nombre qui va être en bas, là-dessous. Donc en fait, il y a deux nombres. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est en gros, est-ce que mon nombre, c'est celui du haut, ou est-ce que c'est celui du bas? Alors ça, on a déjà utilisé la fonction inverse du cosinus pour savoir que c'était un des deux. Et en plus, pour savoir si c'est le nombre du haut ou le nombre du bas, on va utiliser sinus θ. On remarque que sinus θ est égal à 1,5. Donc sinus θ est égal à 1,5, ça veut dire que notre nombre, il est en haut. Ça veut dire que notre nombre, il est au-dessus de l'axe horizontal. Et donc du coup, θ va être égal à 5π sur 6 et non pas 7π sur 6. Voilà. Enfin, et non pas moins 5π. Enfin, 7π sur 6 et moins 5π sur 6, c'est le même angle à 2π près. Hein. Donc θ c'est bien 5π sur 6 et ce n'est pas moins 5π sur 6. Donc à chaque fois, hein, pour retrouver l'angle θ, on utilise par exemple l'inverse du cosinus et ensuite, en utilisant l'autre terme, on regarde si avec le signe, si c'est lequel des deux cas possibles, duquel des deux cas possibles on est en train de parler. Alors propriété des modules. Alors là c'est des propriétés, certaines vont être surprenantes mais c'est assez génial quand on tombe là-dessus.
Et alors pour tout nombre complexe z et z', module de z fois z', c'est module de z fois module de z'. En particulier, si lambda est un nombre réel, module de lambda fois z, c'est module de lambda fois module de z. Et module de lambda, on verra qu'en fait c'est valeur absolue de lambda. Module de z sur z', c'est module de z divisé par module de z'. Et en plus, on a l'inégalité triangulaire, comme on avait pour les valeurs absolues. Module de z plus z' est inférieur à module de z plus module de z'. En fait, on va voir que le module, ça étend vraiment la valeur absolue à tous les nombres complexes. Pour les nombres qui sont quelque part sous la forme de nombres réels, bah, module et valeur absolue, ça va vraiment être la même chose. Alors, démonstration du premier, module de z fois z', c'est, on va utiliser justement le conjugué là pour simplifier la démonstration. C'est là où on peut voir que d'un point de vue calcul, c'est pratique le conjugué. Ça fait z fois z' fois conjugué de z fois z'. Ça, le conjugué, je peux le séparer, donc ça fait z fois z' fois z bar fois z' bar, ce qui fait z fois z bar fois z' fois z' bar, ce qui fait module de z au carré fois module de z' au carré, ce qui fait ce qu'on voulait. Alors ensuite, toutes les autres démonstrations, je ne vais pas les faire, hein, mais en gros, c'est le même genre de démonstration. Donc maintenant, je vais essayer de montrer graphiquement qu'est-ce qui se passe ici. Parce que on avait compris, alors il y a à la fois, donc on a défini donc l'addition et la multiplication, et donc il y a deux choses très intéressantes. Quand j'additionne de nombres complexes, c'est comme si je faisais une addition de vecteurs. Donc en fait, quand j'additionne de nombres complexes, j'ai le vecteur OM et le vecteur OM', c'est comme si je faisais le vecteur OS. Et donc là on voit bien l'inégalité triangulaire, module de z plus z' est inférieur à module de z plus module de z'. C'est-à-dire la distance OS est plus petite que la distance OM plus la distance OM'. Voilà, cette distance-là est plus petite que cette distance-là plus cette distance-là. J'espère que je suis pas trop bas. Voilà. Ce qui est intéressant par rapport à la multiplication, c'est en fait on le verra peut-être un peu plus tard, c'est qu'en fait la multiplication c'est comme si on va additionner les arguments, c'est comme si on additionnera les angles en fait. Alors bon, je vais y venir un peu plus tard. Alors petit complément. En fait, donc là c'est je pense un peu dur programme. L'application qui a z associe z bar, on va dire que c'est une norme. En fait, alors là c'est même un peu du programme de prépa, c'est la définition d'une norme. Alors pourquoi est-ce que c'est une norme? C'est dû au fait que d'une part, module de z est positif pour tout nombre complexe z, module de z est égal à 0 est équivalent à z est égal à 0, module de lambda, quel que soit lambda appartenant à R, module de lambda z est égal à module de lambda fois module de z, pour tout nombre complexe z et tout réel lambda, et module de z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z', c'est-à-dire l'inégalité triangulaire pour tout nombre complexe z, z'. En fait, n'importe quelle fonction qui respecte ce genre de propriété sur un espace vectoriel, donc là c'est du programme, hein, on va appeler ces fonctions-là des normes, et les normes c'est vraiment génial parce qu'à partir d'une norme, en fait, on retrouve l'idée de distance, et on peut du coup, ça nous permet de définir des distances sur des espaces complètement bizarres, c'est-à-dire on peut définir des distances sur des fonctions, donc des distances entre des fonctions, des distances entre des matrices, des distances entre des suites, que sais-je. Donc on peut définir des distances sur des choses qui sont pas du tout géométriques, enfin, où le côté géométrique n'est pas forcément si évident, et on peut définir différentes distances. Et donc là en fait le module qui a un nombre complexe z associé à un nombre réel module de z, c'est une norme et c'est une propriété très intéressante. Voilà. Alors petite propriété sur l'argument. Argument de z bar c'est moins argument de z modulo 2pi. Donc encore il y a le plus de capi pour les arguments. Argument de moins z c'est égal à argument de z plus pi modulo 2pi. Bon alors, et argument de moins z bar c'est égal à pi moins argument de z modulo 2pi. Bon, je vais surtout montrer le premier. Z bar. Bon bah, l'angle θ qui est là, bah, c'est moins l'angle θ' qui est là. Parce que c'est la même chose mais dans l'autre sens. Donc après, tous les autres peuvent se voir sur la figure. Et donc il faut vraiment bien voir, hein. Argument de z, bah, c'est l'angle qui est là. Argument de z bar, c'est l'argument qui est là. Argument de moins z bar,
Donc moins z bar il est là-bas, donc c'est l'angle qui est là-bas. Argument de moins z, ça va être l'angle qui est là. Ou bien, à 2 pi près, ça va être l'angle qui est ici. Et alors quelques remarques. Si lambda appartient à R plus étoile, alors argument de lambda z, c'est la même chose que argument de z. Pourquoi? Parce que quand je multiplie par lambda mon nombre z, en fait la seule chose que je fais, c'est que j'augmente la taille du vecteur, j'augmente la longueur du vecteur, mais en fait je ne change pas son angle. Et donc en fait multiplier par un nombre réel z, ça va changer sa longueur, enfin sa norme, ça va changer sa norme, mais ça va pas changer son argument. Et ça va être très intéressant. Enfin ça, s'il est positif en tout cas, ça change pas son argument. S'il est négatif, bah du coup ça devient dans le sens opposé. Et dans ce cas l'argument, bah, c'est le même plus pi. Donc on a juste rajouté un pi, on a rajouté un angle de 180 degrés, soit pi radian. Alors bon, il y a quelques propriétés avec la tangente un peu plus subtiles. Et bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Et on verra dans la prochaine vidéo les différentes formes d'écriture des nombres complexes. Ce qui est une autre grosse partie qui va utiliser l'argument et le module justement. Et on va après ça introduire la notation d'exponentielle complexe. Et vraiment cette notation va être très utile en physique par la suite. Pour décrire tout ce qui se passe avec les cosinus et sinus. Et on obtient plein de formules presque magiquement avec cette exponentielle qui nous simplifie en fait beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo, donc dans la prochaine partie sur les nombres complexes. A toutes.